Bienvenue dans Transclassos. Ici, on parle de classe sociale, du mythe du mérite, du club un peu trop fermé de la culture. Je m'appelle Peggy Pexy Green, parfois je raconte, parfois j'écoute. Des artistes issus de classes populaires prennent la parole. On rit, on se révolte, on fait entendre notre voix. Bienvenue dans Transclassos. Bonjour Othman. Bonjour Peggy, Comment ça va? super bien. Je suis super ravie de te recevoir aujourd'hui Et moi aussi, je suis content d'être là. pour ce premier épisode d'interview-discussion à deux. Ouais, Et ben c'est toi. c'est moi et quel honneur. Franchement, Quel je suis... honneur pour moi. Ouais, je suis honoré, je ne sais pas quoi dire. J'ai hâte de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Et ben moi aussi j'ai hâte et je suis vraiment contente parce que comme je te le disais tout à l'heure, je vais pas souvent au théâtre et je t'ai vu souvent au théâtre et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, C'est merci à déjà- toi. Déjà un bon début, Ouais. ça me met en confiance, merci. Et c'est vrai. Et ben la première chose que je vais te proposer c'est de te présenter. Oui, ben alors comment on se présente au monde en fait? Donc moi je m'appelle Othman Moumen, et je suis comédien depuis à peu près 23 ans. Je suis sorti du conservatoire il y a 23 ans, ouais. Oh. Voilà, j'ai 47 ans et je suis bruxellois depuis toujours. D'un papa marocain, d'une maman française qui se sont rencontrés en Belgique dans les années 70. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire. J'ai 2 enfants, j'ai 2 grandes filles aussi. Enfin voilà, si je donne ma situation familiale. Et je travaille dans le théâtre, donc depuis 23 ans, essentiellement au théâtre, quoi. De temps en temps, des incursions dans le cinéma, dans le doublage, mais essentiellement au théâtre. Et je suis pédagogue aussi, je mène des ateliers depuis quelques années. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler, je suppose. Ah ouais, avec plaisir. Merci pour cette présentation. Du coup, commençons par le commencement, si tu veux bien. Où t'as grandi? Quel environnement familial où Ouais. tu étais, tout ça? Alors, donc moi, je suis issu d'un papa marocain, comme je le disais, et d'une maman française. Et donc, mon père était chauffeur de bus à la Stib. Mon père a quitté le Maroc quand il avait 20 ans pour faire des études qu'il n'a jamais terminées. Il a très vite commencé à travailler à la Stib. Donc, mon père, chauffeur de bus. Et ma maman, quand j'ai eu 8 ans, avant, elle était mère au foyer, puis elle a ouvert un commerce, un dépôt de pain. Je préfère dire dépôt de pain que boulangerie, parce qu'on ne faisait pas tout là. Il se faisait livrer les fournitures, le pain et tout ça, et les pâtisseries. Donc c'était plutôt un dépôt. On ne faisait pas le pain sur place, c'est ça que je veux dire. Quand tu dis on, ça veut dire que toi, tu étais des fois dans le dépôt? Ouais, ça arrive, ça arrivait. Évidemment, en fait, c'est devenu la boulangerie familiale, puisque c'est mes 2 autres frères qui ont repris la boulangerie par après. J'ai 2 frères aussi, un grand et un petit. On a 2, 3 ans d'écart. Donc on était 3 garçons à la maison. Et mes parents. Et on a toujours vécu dans la commune de Forêt, à Bruxelles. Moi, je suis né à l'hôpital Saint-Pierre, dans les Marolles. Donc je suis un peu marolien aussi. Et voilà, l'endroit d'où je viens. Donc c'est vraiment, je suis un acte bruxellaire, comme on dit, mais issu de l'immigration, quoi. Ok. Et donc, là, a priori, je vois pas de lien spécialement au monde de l'art, au monde de la culture. Eh non, parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement parce que mes parents ne m'ont jamais emmené au théâtre. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas de lien avec le théâtre. Et le lien avec le théâtre, il arrive assez tard. En fait, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je suis sorti de ma réto, à 18 ans. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, je suis rentré par dépit en photographie à l'INRACI. Oh. Je voulais faire cinéma, peut-être cadreur, je ne savais pas trop, et il n'y avait plus de place en cinéma à l'INRACI. Donc ma mère m'a dit, va en photo, et puis dès qu'il y a une place qui se libère en cinéma, tu vas dans la branche cinéma, quoi. Et Ça faisait pas peur à ta mère ou à tes parents que tu ailles faire photo, cinéma? Non, parce que c'était très technique, et c'était un métier de technicien, quoi, en fait, de cinéma. Ouais. Donc ça leur allait, plutôt. Et donc j'ai fait 3 ans d'INRACI, et pendant ces 3 ans, à côté de ça, je faisais de l'improvisation
Ah, Ah, on y vient. non, Tu aimes bien trop. Ah, l'improvisation. c'est ma vie. C'est ta vie, c'est Oui. vrai? Moi, ça a été ma vie aussi pendant quelques années. J'ai découvert l'improvisation, je devais avoir 19 ans. Un pote du quartier qui est venu me chercher en me disant, tiens, il y a un atelier qui s'ouvre dans la maison de jeunes à Forêt. Et donc on est allé à ce... C'était la grande mode à l'époque, en plus c'était la fin des années 90. Euh, et c'était la grande mode de Jamel et tout ça. C'était le Mm. début de l'explosion de l'impro qui sortait un peu des matchs d'impro et tout ça pour aller vraiment sur les plateaux de télé. Donc ça nous intriguait. Euh, et donc j'ai commencé par faire des ateliers d'impro. Et dans ces ateliers d'impro, on nous a proposé pour un événement qui s'appelait Babel 2000 de monter un spectacle autour de l'immigration de nos pères. C'était en 98 ou 99. Et donc là, on a dévié de l'impro pour aller vers quelque chose d'un peu plus théâtral. On a écrit nos parcours, le parcours de nos pères. C'était un mélange, il y avait du breakdance, c'était très associatif, quoi. C'était vraiment à T'avais la quel maison. âge là? Là, j'avais 19 ans, 20 ans, Ok. 20 ans. Et, euh, et avec ce spectacle, on était une quinzaine de jeunes du même âge, du quartier de Forêt. Et on a créé un spectacle qui s'appelait Memo, M-E, entre parenthèses S, et puis Oh. M-O, entre parenthèses T-S, Mémo, mémoire, nos mots, pour exprimer un peu d'où on venait, le parcours de nos pères. Et avec ce spectacle, on a pu jouer en Avignon et à Montréal. Ah, Et c'est génial. ouais, c'est super, mais c'était vraiment le circuit associatif, hein. Mm. Je dis qu'on a joué en Avignon, mais c'était pas pendant l'été, c'était hors circuit Festival d'Avignon. C'était pas dans le cadre du festival, mais on a quand même été joué aussi à Marseille, à Orange, et à l'époque, Orange et tout ça, c'était des villes qui étaient dirigées par le FN. J'allais dire, c'est Front Donc National Orange. voilà, on débarquait à 15 apprentis comédiens d'origine maghrébine, ça détonnait quoi. Et pendant ces représentations, j'ai rencontré d'autres jeunes de mon âge qui montaient d'autres spectacles dans le cadre de ces festivals, qui eux faisaient ça professionnellement, donc ils répétaient la journée et ils jouaient le soir. Et ça m'a intrigué, je n'avais même pas conscience que ça pouvait exister. Et je suis rentré de ce voyage un peu chamboulé en me disant, mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est ça, il y a un truc là qui m'intéresse. J'ai envie de passer ma journée à répéter et mes soirées à jouer. C'est un truc qui me titille, quoi. Donc c'était en Avignon où Ouais, t'as rencontré des jeunes qui ouais, étaient qui venait de comédiens Marseille, pro. qui venait du milieu de l'impro, mais qui faisait aussi du théâtre à côté. Ouais, Donc c'est ça m'a super. ouvert tout un Ah champ. Je ouais. me suis dit, ah, ben, c'est possible. Il y a peut-être une possibilité. Mais je ne me l'autorisais pas encore. Et c'est ma copine de l'époque qui m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas de rentrer dans une école? Et moi, je ne me sentais pas légitime parce que je n'y connaissais rien en théâtre. Et donc, j'ai commencé à chercher des écoles privées. Et c'était hors de prix. C'était des trucs, ouais, vraiment, c'était pratiquement un loyer par tous les trimestres. Donc, c'était impossible pour moi. Et ma copine de l'époque me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas les écoles officielles qui sont beaucoup moins chères, les conservatoires, Mm. l'INSAS, l'IAD. Et je, je, je ne m'autorisais même pas, ce n'était même pas envisageable pour moi. Je ne me sentais pas légitime de le faire. Je me disais, mais écoute, moi je n'y connais rien, qu'est-ce que je vais aller présenter? Ils vont jamais me prendre. Et c'est elle qui m'a un peu poussé en me disant, bah si, ma maman a un contact avec quelqu'un qui pourrait te présenter quelqu'un, qui pourrait te présenter quelqu'un, qui pourrait te préparer peut-être. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré donc une personne qui était dans le milieu théâtral à l'époque, qui s'appelle Cathy, Cathy Minjung, Ah, qui à l'époque venait de sortir du conservatoire, qui maintenant est directrice du Rideau de Bruxelles, mais eh oui. à l'époque elle venait de sortir. Elle, elle galérait un peu aussi, elle avait tourné à gauche et à droite, et elle préparait des étudiants pour les examens d'entrée. Donc j'ai passé un mois ou deux à préparer l'été les différentes écoles, parce qu'il y avait possibilité de préparer, de présenter différentes écoles.
Et j'ai été pris au Conservatoire de Bruxelles. Voilà. Donc, Donc, et moi j'ai plusieurs questions ou réactions. Ta copine de l'époque, elle venait du même quartier mieux que toi alors ou non, pas? non, 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 c'est ça qui est intéressant, c'est que je l'ai rencontrée à l'école à l'INRACI quand je faisais mes études de photo. Et elle était pas du tout j'ose utiliser le mot classe. Mhm. Elle n'était pas du tout de ma classe. Elle habitait à Woluwe, Woluwe Saint-Pierre, dans une maison quatre façades. Pour nos amis français et françaises qui nous écoutent par milliers, Woluwe-Saint-Pierre est une commune très cossue. Voilà, on va dire que c'est l'équivalent du 16e à Paris, quoi. On traduit pour les Parisiens. Voilà, quoi. On va dire que moi je venais du 9-3 et elle de Neuilly. Si Mais non, mais ça c'est super intéressant parce que justement, en fait, moi dans tous les parcours que j'ai rencontrés, il y a toujours quelqu'un, Ah oui, qui vient d'un autre bien milieu, sûr, qui a un bagage culturel qui fait que, qui nous autorise. qui nous autorise, qui dit, mais attends, qui m'a fait comprendre que les gens de son milieu ne sont pas plus légitimes que les gens de mon milieu. Mm. Et donc ça a été une de mes grandes chances, quand même. Je remercie cette fille d'ailleurs, Sarah. Merci Sarah, merci pour le théâtre aussi. Voilà. Non mais moi ça fait partie des questions Ah oui, que non, j'avais explorées. c'est des rencontres importantes, évidemment, c'est des rencontres charnières. Il y a cette rencontre, il y a la rencontre avec Cathy aussi qui croit en mon potentiel et qui se dit il y a moyen d'en faire quelque chose. Euh, il y a plusieurs rencontres comme ça, évidemment. Et aussi intéressant parce que je t'ai dit tout à l'heure que moi j'allais pas souvent au théâtre. Et en fait, une des premières pièces que j'ai vues, c'est la pièce de Cathy Minjung, son Seul en scène, Ah oui, qui ah, c'est marrant. raconte son parcours d'enfant adopté. Ouais. Donc c'est vraiment un des premiers théâtres où j'ai été. C'est peut-être peut-être le premier, c'est le théâtre de Poche, où je rêvais d'aller jouer et j'avais vu ce spectacle. Enfin, à l'époque, j'en rêvais pas, mais une fois que j'ai rêvé de jouer là, probablement parce que j'avais mes premiers émois théâtraux. Voilà, de cette pièce quoi, de Cathy Minjung. Donc, bon, c'est un petit monde, n'est-ce pas? Oui, 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 en fait, oui. Mais moi, je venais pas du tout du sérail, comme on dit, donc j'y connaissais rien. Et elle non plus, hein, à l'époque, je veux dire, maintenant elle est bien installée, elle est directrice, mais il y a 25 ans, c'était pas le cas. Donc ça, je suis rentré en 2000 Ouais. au conservatoire. Et Et alors, moi, j'ai envie de savoir, du coup, tu te prépares tout l'été pour rentrer au conservatoire. Tu passes la sélection, c'est quoi? C'est des entretiens? donc on te demande de présenter une scène classique, une scène contemporaine et une scène au choix. Ça, c'est tout, en tout cas pour le Conservatoire de Bruxelles. J'avais préparé aussi l'INSAS, mais là, j'ai pas été pris. Là, c'était un peu plus poussé, il fallait faire des analyses de textes, analyser une pièce qu'on avait vue. Et moi, il faut savoir que j'avais encore jamais été au théâtre, même. Donc, Mm. quand je suis arrivé dans les examens d'entrée, une des questions qu'on me demandait, c'est qu'est-ce que tu as vu comme un de tes derniers spectacles que tu as vu. Et comme j'en avais pas vu, j'ai baratiné j'ai inventé des trucs, quoi. J'ai menti. T'as menti. Ouais. Ben ouais, mais ça, est-ce que ça arrive souvent, non? Quand on est un artiste transclasse. Ouais, bah parce que t'as besoin de combler un vide au niveau culturel, à ce niveau-là en tout cas. Moi j'avais une autre culture, ceci dit, j'avais une Bah culture oui. qui vient du hip-hop, des arts de rue, comme on dit. Et, mais ça n'allait pas m'aider dans mes études théâtrales ou dans mon envie d'entrer dans une école. Non, mais le truc de mentir, c'est pour combler des failles, mais qui sont des failles qu'on nous fait croire qui sont des failles. Puisque comme tu dis, on n'a pas cette culture générale-là. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les pièces de théâtre, on les a pas vues, mais on a une culture aussi. Et c'est juste qu'elle n'est pas reconnue par la bourgeoisie. Et oui, parce que pendant toute mon adolescence et jeune adulte, je suis pas resté dans du formol à rester à attendre comme ça et devant une télé, quoi. J'ai vécu plein de choses et j'ai mis en place des choses aussi avec le quartier et tout ça. Donc c'est une autre culture qui se développe, mais à ce moment-là, je ne savais pas que je pouvais capitaliser sur cette culture-là, quoi. Là où ma copine de l'époque, elle avait un bagage, elle avait été au théâtre avec ses parents, elle avait un accès à la culture, et donc elle avait plus de facilité aussi à passer d'une classe à l'autre Bah oui, facilement. bah c'est plus facile quand on a déjà eu l'accès à tout ça que quand on
Bah, moi, j'ai aussi pas été au théâtre et j'ai fait du théâtre sans en avoir vu, donc Mm. comme toi. Ouais, Et je pense que c'est assez fréquent ouais. parce qu'on commence par la pratique. Et là, bah, c'est juste, est-ce que ça nous amuse? Est-ce qu'on aime être au plateau? Est-ce qu'on a un cours où on trouve ça Et d'autant, incroyable? et d'autant plus avec l'impro, Ouais. où là, il y a même pas, il y a encore moins de règles, il n'y a pas le texte, on y va avec juste notre énergie, notre instinct, et step by step, on apprend à connaître un peu les rouages, les nœuds dramatiques, les choses qui se Mm. jouent sur un plateau, et l'impro, c'est quand même une école de vie, quoi, parce que c'est l'instant, et je me suis rendu compte en improvisation, parce que j'ai continué l'impro après, un peu après le conservatoire aussi, euh, de façon plus cadrée dans des championnats, le championnat de la fédération FPIA? amateur, ouais, Ouais. c'est ça, où là j'ai été jusqu'à être champion de Belgique, bon, Mazette? Mazette, et et je voyais il y avait des gens qui avaient 10 ans de pratique, mais moi je venais avec mon corps et mon bagage culturel qui détonnait Ouais. et qui touchait quand même les spectateurs. Donc je savais que j'avais une carte à jouer à ce niveau-là. Bah, en fait, moi, c'est ça que j'aime dans l'impro, c'est que justement, on n'a pas vraiment besoin d'avoir vu 50 000 pièces, parce que si on a du bagou, si on a du rebond, on peut vraiment se faire plaisir et mettre notre créativité sur scène. Oui, et c'est des références en fait qu'on peut avoir avec le public qui sont des références, comment dire, j'ose pas dire, ouais, des références du peuple, quoi. Plus populaire. Plus populaire, voilà. Ouais, des films genre Star Wars. Des En impro, on peut faire à la manière de Star Wars, C'est ça, des par dessins exemple. animés, des Ouais. films, des chansons. Ouais. Ouais, super intéressant et je suis ravie alors qu'on donne encore de la valeur à l'impro. Ah, ben oui, je te dis, moi, mon bagage principal quand je suis arrivé finalement au conservatoire, c'était l'impro. Parce que l'impro, elle est mal vue quand même dans le milieu du théâtre. Oui, bon, Tu oui, vois, c'est oui, vu oui, comme une oui. sous-culture Oui, 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 de oui. gens qui savent pas vraiment quoi faire de Oui, leur mais vie. comme plein de choses sont mal Oui, vues dans le théâtre, le mime est mal vu, pourrait être mal vu aussi, le théâtre corporel aussi, la comédie musicale, enfin, ouais. Il y a une espèce de fausse pureté, j'ai l'impression, du théâtre. oui, enfin, je pense de moins en moins, mais ouais, c'est de moins en moins, j'ai l'impression quand même. Alors attends, on est parti loin de ma liste, je Oui, retourne dans ma liste, mais c'est super, super passionnant. Euh, Bah, tu l'as dit, donc tu es parti dans des études de photo d'abord, puis ouais. après tu as fait le conservatoire. Donc tu es tout de suite devenu comédien en fait après le conservatoire. T'as pas fait de petits boulots autres? Pendant mes études, si, j'ai fait plein de boulot, hein, mais d'étudiant. Ouais, J'ai t'as été, fait quoi? j'ai été facteur l'été. J'ai été facteur à l'époque où il y avait des facteurs, des vrais facteurs avec leur besace et tout. J'ai travaillé dans des boulangeries industrielles via ma maman. J'ai été livreur, j'ai travaillé dans des sandwicheries, ouais, dans l'Horeca, et puis j'ai travaillé aussi comme barman dans des théâtres pendant mes études. J'étais barman au Varia, théâtre Mhm, Varia, mhm. pendant 3 ans. Euh, voilà. Moi, ça me fait penser tout de suite quand tu dis que tu as travaillé dans des boulangeries industrielles. Grâce à ta maman, en fait, c'est le. Bah, dans le podcast, ça fait partie de mon résumé, c'est-à-dire à quel point le monde de la culture, il est quand même fermé à des gens qui sont déjà dedans, qui ont déjà des connexions. Tu es la preuve que, ben, pas seulement, et moi aussi à un autre, tout à fait un autre niveau. Mais moi, ce que j'aime, c'est le côté. Moi, je dénonce le népotisme, et en même temps, on fait partie du népotisme de nos parents. C'est-à-dire que toi, tu as été dans la boulangerie industrielle, et moi, j'aurais aussi pu. J'ai vendu des journaux sur la plage à Annecy, Mais je crois que grâce à mon père, parce que Mais c'est lui oui. qui connaissait quelqu'un. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes tuyaux, on n'a pas les Oui, mêmes pistons. oui, c'est ça, on n'a pas c'est pas les mêmes créneaux, quoi. C'est C'est-à-dire ça. que mes frères ont repris la boulangerie de ma mère, quoi. Donc, et Ouais, évidemment, la mais je reproduction pense sociale, en qu'elle est tout à cas, tous s'est les appliquée niveaux. à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que mes frères ont fermé leur boulangerie, ils ont fait faillite, voilà, après 35 ans. Mm. Et là, ils ont rebondi, ils ont trouvé chacun un boulot. Ils travaillent à la STIB, Ah, comme mon papa, oui, donc oui. dans les transports en commun. Ils sont chauffeurs de bus. Ouais. Donc c'est drôle, la boucle est bouclée. Et t'as parlé de ça un peu avec eux ou pas? Pas encore, ils viennent d'entrer là et je leur laisse le temps de s'acclimater pour en parler, quoi. Ouais.
Et le fait que toi tu sois comédien, ça produit quoi chez eux, chez tes parents? Il y a une incompréhension, il y a une fierté, il y a un mélange. Ouais, ma maman, il y a une fierté, mais il y a évidemment une incompréhension, pas négative, hein, mais ils ne savent pas du tout de quoi il en retourne, ce que c'est Hmm. ce milieu. Les premières fois que je les ai invités au théâtre, ben, ils étaient presque écrasés Ouais. par les dorures du théâtre, par le cérémonial ce que c'est. Ils n'étaient jamais entrés dans un théâtre, quoi. Hmm. Pousser la porte d'un théâtre, c'est quand même quelque chose qui peut vite être impressionnant. Euh, donc ils étaient dans leurs petits souliers quand même les premières fois. Et maintenant? Maintenant ça va mieux, mais ils sont très discrets, quoi. Hmm. Ils sont pas du tout de ce milieu et ils le seront jamais, quoi. Ils sont pas très à l'aise. Mais J'essaie de faire tout ouais, pour les mettre à l'aise, évidemment, hein. ouais. Mais Mais est-ce que le théâtre met à l'aise suffisamment? bah, ça dépend. Il y a des théâtres qui mettent plus à l'aise que d'autres. Et moi, avec de plus en plus avec la stature que je commence à avoir au théâtre, il y a des théâtres où c'est un peu plus, j'ai tellement joué qu'ils Ouais. me connaissent mieux. Les ouvreuses et les ouvreurs, je leur demande de mettre bien mes parents, alors ils s'en occupent, ils les chouchoutent, donc ils sont super bien accueillis. Donc j'ai encore la chance de ça aussi, c'est que on prend en compte le fait que mes parents viennent ce soir-là et je préviens la billetterie et donc Ils ont ils un sont aux petits soins. traitement. Ouais, Ils ils ont un sont aux petits traitement. soins. Parce que je le demande, mais limite ça les met encore plus mal à l'aise. Ils aimeraient bien être discrets, Ouais, incognito. ouais, incognito dans la salle. Mais Vous ça êtes va les mieux parents maintenant. d'Otman Moumen? Non, non. Ouais, ouais, non, ouais, c'est déjà arrivé, hein, donc, qu'ils les affichent un peu comme ça. Et ils viennent souvent? Ma maman vient assez souvent. Euh, Elle a vu, je crois, les trois quarts de mes spectacles. Et mon papa un peu moins souvent parce il est reparti vivre au Maroc pendant 20 ans. Hmm. Puis là, il est un peu malade. Enfin, il est très malade. Et donc, il a un peu plus de mal à venir voir tous les spectacles. Mais ouais, ils sont quand même venus régulièrement. Et d'ailleurs, tu as parlé de ça, non? Tu as parlé de ta famille dans Moutouf Ouais. et Enfin, aussi dans un autre et dans Partie en fumée. que j'ai pas vu. Ouais. Et c'était aussi une façon pour toi d'avoir un hommage peut-être à eux dans un théâtre, un lieu où ils viennent pas Oui, oui, forcément bien de sûr. manière. Et puis en fait, c'est au-delà de ça, c'est comment au théâtre des artistes s'emparent de leur récit pour donner offrir d'autres narratifs Mhm. aux, aux gens qui sont dans la même situation que moi. Il y en a de plus en plus. Par exemple, dans Moutouf, on parlait de double identité belgo-marocaine, Ouais. le fait d'être le cul entre deux chaises, de ne pas parler l'arabe, mais d'avoir quand même un prénom d'origine maghrébine, d'avoir une culture musulmane et maghrébine. Euh, et donc d'offrir ça au public et de dire, ben voilà, il y a cette réalité aujourd'hui. C'est important aussi que des artistes s'en emparent et offrent d'autres visions du monde. Oui, parce que c'est quand même pas forcément souvent représenté au théâtre. Voilà, ça l'est de plus en plus hein, ces dernières années. Ouais. Mais quand j'ai commencé, c'était encore des niches, quoi. Ou alors c'était cantonné à un certain type de théâtre dans des maisons de jeunes ou dans certaines communes. Ouais. Un théâtre qui parlait à un certain public. Mais dans les théâtres plus, comment dire, conventionnels, Mhm. plus grand public, c'était encore rare il y a 10 15 ans, quoi. Et est-ce que tu connais beaucoup d'autres gens qui sont comme toi, des artistes qui viennent d'un milieu qu'on appelle populaire et complètement détaché de l'art? Est-ce que tu en connais beaucoup? Et il y a cette première question et la deuxième par rapport aussi au fait d'être un comédien racisé. Que moi, quand je t'avais vu jouer la première fois, je crois que tu étais le seul que j'avais vu de tous les spectacles auxquels j'avais assisté. Ce qui m'avait quand même posé question aussi. Ouais, il y a deux questions là-dedans, en Ouais. fait. Donc, d'abord par rapport à la classe, que le fait que je vienne d'un milieu populaire. Au conservatoire, quand je suis arrivé, très vite, je me suis dit, ouh, je vais, je vais d'abord devoir bosser beaucoup pour rattraper
Le retard que j'ai au niveau bagage culturel, que ce soit les auteurs, la littérature française et tout ça, je voyais que il y avait une différence de niveau, quoi. Euh, Parce que la plupart des gens avaient déjà ce bagage dans ma classe de conservatoire. Ouais. Et, euh, et oui, il y en avait d'autres qui venaient aussi de milieux populaires, Ouais. mais c'était rare, c'était des exceptions. Et ils continuent à être comédiens, tu sais? Hum, Aujourd'hui, j'en connais encore deux ou trois qui sont comédiens, mais qui viennent d'un milieu populaire. Je te donnerai des noms si tu veux pour tes Oui, prochains donne-moi des podcasts. noms. Et qui viennent, qui viennent pas de ce milieu-là, mais oui, en tout cas qui n'ont pas eu accès, comme moi, à cette culture-là. J'en connais quelques-uns, mais je sais pas si c'est une histoire de... Le fait d'être racisé, ça rajoute une petite couche Mm. en plus, c'est sûr. Mais moi, je t'avais vu dans des rôles, justement, qui n'étaient pas des rôles qu'on aurait assignés forcément à une personne racisée ou pas. Et c'est ça Ouais. que j'avais trouvé intéressant. Je Et oui, t'ai- mais moi je me suis toujours battu. J'ai toujours fait en sorte de ne pas être assigné à ça. J'ai peut-être un peu plus de facilité parce que je peux faire aussi méditerranéen. Je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'ai beaucoup développé l'aspect corporel aussi dans les spectacles, donc ça me donnait une particularité qui faisait que peut-être les metteuses en scène et les metteurs en scène euh, pensaient à moi pour certains types de rôles, parce que dans le répertoire, il y a toujours des rôles un peu plus physiques, type Harlequin, Scapin. Oui, t'as joué Scapin? Oui, T'as oui, joué des classiques? T'as joué j'ai joué quoi? Scapin, j'ai joué Harlequin, j'ai joué Puck dans le son. Bon, des classiques, j'en ai fait, où j'étais pas censé les jouer, quoi. Mais oui. Sur papier, comme Chaplin, par exemple, ou Arsène Lupin. Et ça, il y a longtemps. Enfin, je veux dire, parce que Arsène Lupin, maintenant, il est tenu par Omar Sy, entre guillemets, dans la série, là. Mais avant ça, c'était quand même pas le cas. Non, Alors que toi, non, ça non, fait non. longtemps que tu as des rôles qui sont pas Oui, assignés. ouais, ouais. Mais j'ai l'impression d'être quand même l'arbre qui cache la forêt, l'arabe qui cache la forêt, comme dit. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, je pouvais pas m'empêcher de regarder sur les affiches les noms des comédiens d'origine maghrébine quand même, pour voir un peu, pour pouvoir m'identifier. Et Il n'y en avait pas. il y en avait, C'est mais vrai? c'était pas une chier, quoi. On peut les citer sur les doigts d'une main, quoi. Il y avait Jawed Degouche, Ben Amidou, Hmm. Sam Touzani, des gens comme ça, Saïd, Mais qui jouait dans des classiques? qui jouaient. Jamal Yousfi a fait beaucoup aussi avec le théâtre Nomade, là, il en a fait un festival d'ailleurs Ouais. chaque été. Il jouait sous chapiteau et en itinérance dans toutes les communes, dans les quartiers difficiles, donc c'était encore quelque chose d'autre. Et Hmm. au-dessus de moi, et dans ma génération, il y avait quand même, il y a Soufiane El Boupsi, Hakim Loukman, Myriam Akediou. Ouais. On est une petite bande, on est, je dirais, la deuxième génération. Il y a une première génération avant nous qui, eux, étaient vraiment simplement assignés au rôle de racisés. Et nous, on a essayé de sortir de ça en créant nos propres Ouais. compagnies, nos Hmm, propres hmm. projets, se servir dans le répertoire et créer des choses pour ne pas se retrouver dépendant d'une assignation, quoi. Ouais, c'est ça, je pense, la force de ton parcours et d'autres, c'est que tu n'as pas été que interprète. Tu as créé Oui, aussi oui, des ah oui. choses qui ont fait que tu as eu Mais ça, très vite, je l'ai compris accès, quoi. en deuxième au conservatoire. On a créé des structures pour pouvoir monter des projets, monter des festivals en extérieur, à l'arrache, proposer dans des petites salles comme vraiment des petites salles café-théâtre où on était dans la loge, dans le salon du directeur, là comme la soupape ou la Samaritaine et tout ça. Waouh, c'était... Ouais, Waouh, ouais, j'adore. vraiment, La j'ai commencé dans des Samaritaine, c'était petits. incroyable, Ouais, ce lieu. chez Huguette, ouais. Les guettes. Et Ouais. donc on a vraiment commencé comme ça. Euh, je À sais. faire, quoi. Parce qu'en fait, ça me fait penser aussi à... Récemment, j'étais dans une espèce de table ronde sur le cinéma. Alors, je ne fais pas de cinéma. Ne me demande pas pourquoi je me suis retrouvée là. Je ne sais pas. On m'a invitée.
J'étais à côté d'un directeur de casting que je n'ai jamais réussi à rencontrer en 15 ans. Et en fait, les gens étaient là et il y avait une comédienne assez connue en Belgique qui donnait des conseils pour réussir son casting. Et au bout d'un moment, moi j'ai dit, mais en fait, excusez-moi, au public qui apparemment veut devenir comédien, comédienne, je crois pas que votre principal problème aujourd'hui soit comment réussir votre casting. Parce que moi, j'en ai jamais eu un seul. Donc, pensez plutôt à, si vous n'avez pas de casting, qu'est-ce que vous allez faire? Et faites des choses. Je leur ai dit, voilà, je suis invitée pour donner mon avis. Mon avis, c'est faites vos courts-métrages, faites des vidéos chez vous, faites de l'impro, enfin, faites des choses plutôt que d'attendre chez vous, de préparer un casting un jour qu'on voudra bien vous proposer. Oui, il y a déjà la question de l'accessibilité au casting. Ah oui, et tout comme les auditions. Oui, bien sûr, bien sûr. Si t'es pas invité, de toute façon, tu peux pas. Moi, ayant fait une école non reconnue, la Klein Academy, donc Jacques Lecoq à Bruxelles, école privée, puisque j'étais trop vieille pour rentrer au conservatoire en tant que femme à l'époque. Et donc, quand tu sors, t'as pas accès au cast, donc la liste des comédiens, comédiennes qui sortent des écoles Moi, reconnues. J'ai pas eu accès non plus parce que j'ai pas terminé mes études. C'est vrai? Oui, j'ai eu mon premier. Exception. J'ai eu mon premier prix en art drap et j'ai jamais terminé phonétique. Enfin, des cours à côté. Donc, j'ai jamais eu accès au CAS. Mais le CAS, qui est donc un organisme qui donne accès aux jeunes sortants pendant 4 ans à des auditions. Et l'intérêt des équipes théâtrales, c'est qu'ils ont la moitié du salaire, je crois, est payé par. C'est pour contextualiser. Ça coûte pas cher. Oui, c'est ça, il faut expliquer aux gens, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le CAS. Voilà. Et moi, j'ai jamais eu accès à ça. Et je suis bien content parce que j'aurais été tétanisé de devoir passer. Parce qu'ils se retrouvent parfois à 100, 150 pour des auditions où ils cherchent 2 rôles. Enfin, c'est la foire d'empoigne. Et j'ai eu la chance de passer entre les mailles. C'était quoi ton premier boulot artistique, du coup, après le conservatoire? C'était pendant le conservatoire. J'ai commencé à jouer pendant le conservatoire, fin de 2e. Et j'ai été engagé pour faire un laquais pendant 3 heures dans Le Bourgeois Gentilhomme. Il y a le bourgeois et il y a 2 laquais derrière qui ont 2 phrases sur les 3 heures de spectacle. Ça, c'était ton premier? Ça, c'était mon premier. C'était au château de Caravelle. Ouais. Ouais. Okay. Et à côté de ça, dans la même saison, j'enchaînais avec le projet dont je te parlais où on a été chercher un texte avec des amis, avec Yasmina Douyeb qui mettait en scène, Myriam Akedju qui était dedans aussi. C'était un texte de Duringer, ça s'appelait Baltrap, qu'on a créé à la Soupape, un ancien café-théâtre à l'époque. Donc la première pièce, c'est une création de Yasmina Douyeb, Myriam Akedju et toi. Oui, et d'autres, et Thibaut Neve et Gwen Bérou, pour être, et Hervé Guérizy aussi à la musique. Voilà, on était 4-5. Autoproduite, quoi. Autoproduite. Et puis de là, on a été acheté par... dans mes profs au conservatoire, il y avait la femme du directeur des Martyrs qui est venue voir. Du coup, la prof est venue avec son mari voir. Et il a fait « Ah tiens, il y a des jeunes, là, ça m'intéresse. Ça pourrait rentrer dans ma petite salle. » Et donc, on a joué 10 dates à la Soupape. Et puis la saison d'après, on avait une vraie série dans un vrai théâtre. Grâce à la femme du prof qui était dans grâce à nous théâtre. Qui avons montré notre projet à la femme du prof qui l'a montré. Mais c'est... Enfin, le travail amène le travail. Donc, que tu présentes... Ça, c'est pas une histoire de piston. C'est une histoire que si tu présentes ton truc et que tu invites les gens, s'il y a une personne qui vient voir, qui peut en parler à quelqu'un, que le travail est intéressant. On se bougeait vraiment pour faire venir la presse, pour faire venir les directeurs de théâtre. Il n'y en a pas beaucoup qui venaient. Et le peu qui venaient, ils se disaient « Ah tiens, c'est intéressant. » Voilà. D'où est l'intérêt de rentrer dans un conservatoire. C'est-à-dire que tu as des gens... les profs sont des gens du circuit, quoi. Ouais. Les profs et tout leur réseau, en fait. Parce que c'est quand même souvent comme ça que ça commence. Chose qui m'échappait complètement. J'avais pas compris l'importance du réseau dans ce milieu. Ouais, moi non plus. Sinon, je pense que j'aurais rien fait. Enfin, j'aurais abandonné avant de commencer si j'avais su à l'avance. Mais c'est bien de ne pas savoir, parce que tu vois, j'adore cette phrase que je sais pas qui a dite... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Oh, il y en a beaucoup dans le théâtre qui... Moi, je me représente bien dans ce truc-là. Ouais. Et oui, tout à l'heure, on parlait de mettre le pied dans la porte, mais pour moi, il y a aussi cette image-là, je trouve, quand on vient d'un milieu qui n'est pas le milieu de culture légitime, puisque depuis tout à l'heure, on dit on n'avait pas le capital culturel. Juste pour bien préciser, on parle du capital de culture qui est légitimé, qui est quand même une culture bourgeoise.
Ah oui, Et donc, c'est une partie de la culture, mais c'est pas la culture. Sauf qu'on nous avait fait croire que c'était la culture. avec un grand C'est. C. Mais maintenant, on a pu déconstruire ça et puis et apporter nos narratifs et apporter le narratif dans tes créations aussi. C'est ça. Parce que moi, j'étais du coup dans une sous-culture Mm. urbaine, on va dire. Je venais du hip-hop quand même. Enfin, j'ai vibré beaucoup pendant longtemps autour du hip-hop et de la culture urbaine. Mais j'ai pu réinjecter ça par après dans mon métier d'acteur. C'est-à-dire que quand je jouais par exemple pour des scolaires qui, eux, Mm. s'emmerdaient au théâtre, avaient tendance à venir avec des pieds de plomb, Ouais. à voir des classiques, moi, ma porte d'entrée pour les choper, c'était le corporel, je me retrouvais à breaker sur scène pour choper l'attention et ça marchait, des jeunes, et j'avais l'impression d'avoir une connexion particulière avec eux. Ouais. T'as dit que tu donnais des ateliers aussi? Et j'ai très vite donné des ateliers parce qu'en fait, là d'où je viens, donc à Forêt, dans la maison de jeunes, très vite, ils se sont dit, mais attends, tu fais le conservatoire, est-ce que tu veux pas venir nous coacher pour l'impro, puis pour le théâtre, quand ils avaient des projets. Donc j'étais même pas encore sorti du conservatoire que j'ai commencé à donner un coup de main, avec le peu de savoir que j'avais, je leur transmettais. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des ateliers aussi dans d'autres écoles à Anderlecht, à Molenbeek, à Saint-Josse. Et là, ça fait donc 24 ans, 25 ans que je donne des ateliers. T'en donnes toujours maintenant? Oui, oui. Là, pour le moment, je donne des ateliers à Molenbeek. Ok. Molenbeek. Molenbeek, pour les Français qui ont peur de Molenbeek. Ah oui, voilà. C'est pour ça que je tiens à souligner, là. Ouais. C'est une super commune, hein, vraiment hyper métissée, où il y a une énergie de dingue et qui a beaucoup souffert de sa réputation. Et Ouais. donc là, je donne cours à des jeunes entre 18 et 23 ans, 24 ans, autour d'un texte d'un auteur syrio-suédois. Enfin bref, et ça se passe super bien, c'est super gai, ils sont super motivés. Donc t'aimes ça? Si tu le fais, Oui, j'imagine j'aime que... ça et je ne donne pas cours dans des écoles officielles. À un moment, il a été question, il y a des postes qui s'ouvraient au conservatoire, et puis je le sentais pas je le sentais pas de me faire juger par mes pairs, Hmm. parce qu'il fallait présenter un cours devant d'autres profs. Ça me stressait, je ne voyais pas l'intérêt. Et de deux, j'ai l'impression que j'avais pas envie d'être remis en question par des jeunes qui, parce que dans les conservatoires ou dans les écoles d'art dramatique, on peut retrouver parfois des gens qui pensent savoir déjà tout. Ouais. Et je trouve ça plus logique pour moi, en fait, et plus juste de continuer à passer ce que j'ai reçu à des jeunes dans ces quartiers et dans ces milieux où ils n'auraient pas l'occasion de recevoir ce savoir ou cette expérience. Ouais, d'expérimenter le théâtre et en plus par quelqu'un chez Voilà, qui ils peuvent se projeter voilà, plutôt c'est que ça. quelqu'un qui vient d'un autre milieu culturel et qui Exactement, arrive et qui n'est pas exactement. forcément... C'est un peu plus horizontal, quoi. Ils s'identifient peut-être un peu plus aussi. Ils se disent, ah bon, ben, il y a peut-être moyen. Il y a une place peut-être. Ouais. Ouais. Après, je suis pas le premier à le faire, mais voilà. C'est un truc qui me tient à cœur depuis 25 ans. Ouais. C'est très beau. Et je suis très contente que tu le fasses parce que parfois, quand on a beaucoup de travail en tant que comédien comme toi, on pourrait se dire des ateliers, j'en donne plus parce qu'on en donne au début. Et Mhm. donc, Ouais, ouais. c'est que c'est moteur Ouais, de lier à ta classe sociale aussi, j'ai je l'impression. pense, c'est un pote qui m'a fait remarquer ça il y a pas longtemps, euh, quand j'ai commencé à développer cette envie de faire une conférence gesticulée autour du transfuge de classe. Il m'a dit, mais attends, et je lui disais, mais en fait, je suis pas légitime. Moi, j'ai le cul bordé de nouilles, c'est-à-dire que je travaille toute l'année. Il fait, mais non, tu donnes tes ateliers. Pourquoi tu donnes ces ateliers? Ouais, ouais. Je fais, ah oui, tiens. J'avais même pas conscientisé l'importance que ça avait pour moi de continuer à donner ces ateliers sans interruption depuis 25 ans. Est-ce que justement, là tu viens de parler de transfuge, transclasse, est-ce que ces concepts ils te parlent? Est-ce que tu t'identifies à ça?
Mais je l'ai conscientisé il n'y a pas très longtemps. Pour moi, avant, c'était des concepts flous. J'avais entendu parler vaguement de Bourdieu et tout ça. Mais je ne savais pas exactement, comme beaucoup de gens en fait, je ne savais pas exactement ce que c'était et je pensais pas cocher toutes les cases du transfuge de classe. Et je sais toujours pas si je suis un transfuge de classe. Euh, on est tous de toute façon en fait des transfuges de classe à des endroits ou à d'autres. Mais depuis quelque temps, je me pose la question. Je me dis qu'il y a quand même, c'est quand même bizarre. Je viens pas du même milieu que plein de gens. J'ai dû galérer, batailler pour gommer mon accent aussi, qui venait d'un quartier populaire. Ouais. Et donc, il y a plein de petites choses. Euh, je sentais bien que je venais d'un quartier populaire qui fait que j'ai pas fréquenté les mêmes écoles que, que beaucoup d'autres. Je n'ai pas, voilà, donc petit à petit, en mettant plusieurs choses les unes sur les autres, le patrimoine, la question du patrimoine aussi, que ce soit culturel, mais pas que financier aussi. Je me suis, par la force des choses, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc clairement là, c'est au niveau, et j'ai commencé à mettre le doigt dessus il n'y a pas si longtemps, et que ça, il y avait une aigreur, pas une aigreur, mais une colère à un endroit. Mm. Et on a beau dire, putain, mais c'est dégueulasse en fait. Et on nous fait croire à la méritocratie, donc c'est tous ces concepts-là qui m'ont interpellé. Pour moi, méritocratie, c'est bullshit, c'est pour rassurer le. Enfin, ça conforte les dominants. Ouais. Euh, Regardez, il y a Hotman qui a réussi, donc si vous travaillez, vous pourrez y arriver. Bullshit, c'est des conneries, c'est Oui, pas vrai. tu peux être tokenisé parce que toi, tu as vraiment une carrière qui fonctionne Et oui, super mais bien. voilà, donc je suis à un endroit bizarre, moi, Ouais. et qu'il est pour cracher dans la soupe, déjà t'as réussi, donc t'es mal placé aussi pour parler du transfuge de classe. Je suis dans les deux cas, je suis mal placé, donc je devrais fermer ma gueule T'es si je toujours m'écoutais. entre deux chaises, hein, Ouais, Hotman. toujours. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie et l'histoire de plein de gens, hein. Il faut être dans la zone grise. Voilà. Ouais. Le cul entre deux chaises, dans la zone grise. Donc ça permet d'être dans la nuance aussi. Je sais que c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. On est plutôt dans la radicalité aujourd'hui. Et moi, j'assume le fait d'être dans la zone grise. Euh, Tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ose me considérer comme un transfuge de classe qui a réussi, euh, qui, mais qui n'a pas envie de servir la soupe au concept de méritocratie. Mm. C'est quelque chose qui. Parce que j'ai bien conscient que c'est une chance. J'ai eu dans mon parcours certainement des rencontres, comme on en parlait, la première rencontre Ouais. déjà avec le théâtre via une copine. Et puis c'est jalonné de bonnes rencontres, de chance. Il y a plein de facteurs qui se mettent. Et là, je parle au théâtre, hein, parce qu'au cinéma, c'est beaucoup plus compliqué encore. Ouais. C'est un autre monde encore. C'est un autre Un monde autre où on est réseau. encore plus assigné à ce qu'on dégage, à son nom, à ses origines. Euh, je pense le théâtre un peu plus ouvert à un endroit, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enjeux financiers. Du coup, il y a peut-être à certains endroits, dans certains théâtres, une plus grande ouverture. Je dis certains. On pourrait donner des noms de ceux qui ont beaucoup d'ouverture. Ça, on pourrait faire ça. Mais ça voudrait dire que si on Ah dit ben pas les justement, autres. ben, on parlait de Cathy Oui. Minjung qui fait un travail extraordinaire au rideau de Bruxelles là, avec, Ouais. moi je trouve, voilà, mais c'est pas la première, c'est pas la seule. Il y a Bah, c'est l'une des rares directrices déjà. directrice, Déjà. ouais, il y a le Varia aussi maintenant. Et à l'époque, bah, oui, l'Océan Nord a fait un super travail, le Théâtre National fait un beau boulot, les Tanneurs, où je suis artiste associé aussi, ils font attention à ça, mais dans les femmes directrices comme le Varia et le Rideau, en effet, c'est de plus en plus. Ça se fait de plus en plus. Là, il y a Ça bouge. au Ça bouge. théâtre des Martyrs aussi, il y a une nouvelle directrice qui arrive. Donc ça bouge, en effet. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant cette position de transclasse, mais qui ne veut pas, en fait, pour moi, qui ne veut pas être utilisée comme telle pour justifier le bien fondé de la méritocratie. Parce que je pense que ce podcast, il vient de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je suis dans la même position que toi.
Sauf que moi, j'ai fait deux différents passages de classe sociale, puisqu'avant, j'ai eu une autre carrière. Mais c'est ça le côté de me dire, mais moi j'ai pas envie qu'on m'utilise pour dire, bah voilà, regardez, elle Mhm. vient père mécanicien, mère coiffeuse, elle a été cadre international, elle a fait bac+5, donc vous voyez, quand on veut, on peut. En fait, je veux pas. Moi, je veux dire aux gens de ma classe sociale, c'est dur, c'est compliqué, il y a des rencontres, il y a des fois des choses qui se passent sans qu'on ait voulu, il y a du travail, mais c'est pas juste travailler et tout le monde à égalité, on n'est pas du tout à égalité. Pas du tout. Et il y a encore plein de barrières invisibles qui sont mises pour, essayer de maintenir un entre-soi, quand même. Ouais. Et non, on veut mettre le pied dans la porte. Le pied dans la porte, ouais, c'est ça, mais Et le montrer en corps tout sur cas, la scène. c'est ça, le corps sur la scène et montrer qu'on en a conscience. Voilà, j'ai conscience de la chance que j'ai d'être l'exception qui confirme la règle, mais je m'autorise aujourd'hui enfin à en parler, en tout cas à l'assumer. Ouais, mais c'est ça aussi la différence que je pense que je t'en avais parlé un petit peu avant. C'est pas forcément facile pour moi de trouver des gens qui veulent bien répondre à l'interview parce qu'il y a un côté craché dans la soupe, comme tu disais, de bah oui, mais si je viens répondre à tes questions, je vais devoir mettre à jour des obstacles, des difficultés, des inégalités que j'ai vécues dans un milieu dans lequel maintenant je travaille et dans lequel je me suis adaptée. Parfois on m'entend. Je voulais revenir juste sur le truc de transfuge parce que moi j'ai regardé les définitions. Donc transclasse apparemment ça vient de Chantal Jacquet. Ouais, Et transfuge de classe, je ne sais pas si c'est Bourdieu qui l'a inventé, mais en tout cas il l'utilisait beaucoup. Et les deux termes sont critiqués pour plein de raisons que je ne vais pas sortir maintenant car je ne les connais pas par cœur. Par contre, je sais que transfuge, la définition du Robert, c'est traître. mais C'est c'est incroyable. fugite, ça vient de fugite qui est la fuite. C'est qui trahit sa cause dans le Ouais, Robert. ouais. C'est aussi un militaire qui quitte son camp et qui rejoint l'autre. Donc effectivement, je comprends les critiques de transfuge parce que moi je pensais que c'était juste un truc qui dit tu quittes un milieu et tu vas dans un autre milieu. Ce qui n'est pas exact non plus parce qu'en fait on quitte jamais vraiment son milieu. Non, et c'est souvent dans un sens, Ouais, c'est-à-dire qu'on parle d'une ascendance, quoi. ouais. On part d'un milieu qui est plutôt bas ou en dessous pour s'élever. C'est Mhm. souvent ça qui désigne le transfuge, le transfert, Ouais. la transclasse. Après, on peut l'appeler comme on veut, en fait, hein, C'est que nous on mais est en bas et si on va en haut, mais en fait pourquoi bas et haut? Qui a décidé ça? ouais, Pourquoi est-ce qu'on serait en bas en fait? ouais. Si c'est l'argent, bah oui, Mais mais parce il qu'on n'y a vit pas dans que un l'argent. système, mais on est Ouais. dans un système complètement capitaliste, donc les gens ont besoin de ces espèces d'ordre de grandeur pour pouvoir se situer. Je suppose aujourd'hui, on est tellement matrixé par le capitalisme qu'on a besoin de ça. Et comme quand on perd son boulot, qu'on perd son, son, son patrimoine ou quoi, on dit déclassement. Ouais, déclassé, exactement. C'est quand même un terme violent, quoi. Ouais, et puis c'est déclassé aux yeux de qui, de quoi Ouais, on parle en bien fait, sûr. de quelle valeur? Bah, on parle de la valeur argent, Ouais. enfin, je pense tout simplement, ou de la culture générale. Et qu'est-ce que ça veut dire culture générale? Bah, de nouveau, Mais le problème, c'est que c'est lié encore. ouais, Qui a de l'argent a une maison, a des maisons, n'a pas à se soucier de comment remplir son frigo, peut se consacrer à des hobbies, à des sports, à de la culture. Enfin, c'est tout un système qui bah fait oui, que quand on n'est pas dans la survie, on est dans la vie, on est dans les plus, on est dans les loisirs. ouais, on a le temps. On a le Et temps. le temps, c'est de l'argent, comme disait je sais pas qui, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que moi, en tout cas, mes parents, et j'imagine que c'est pareil pour toi, quand ils avaient fini le boulot tard, ils étaient fatigués. Ah oui, Donc et voilà. les vacances, c'était quoi? Bah, nous, c'était, on va rentabiliser, on part au bled. Mm. Donc c'était, on part au Maroc ou dans le sud de la France pour ma maman qui venait de l'Ariège profonde. Et donc, on partait pas au ski en hiver. À C'était, chatte. oui, non, on ne partait pas en Grèce, au Portugal, en Italie, faire des visites culturelles. Ça n'existait pas. C'était même pas concevable. On partait pour retourner voir la famille. Ouais. Point barre. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, mais au moins vous partiez quelque part. Mais au Ça, c'est moins, on chouette. partait quelque part. Et Moi, je partais nulle part, oui, c'est mais ça. j'habitais dans une très belle ville, mais je partais nulle part. Je Voilà, c'est ça. travaillais Parce que, l'été. et j'avais des copains qui étaient belgo-belges, mais qui Ouais. étaient de la même classe que moi, Et oui, qui ne partaient pas ben, donc. c'est ça. Donc ils faisaient les plaines de jeux
ouverte, je ne sais plus comment on appelait ça, ou alors les scouts, pour essayer de partir de temps en temps. Mais sinon, ouais, moi j'ai connu quelques années où je partais pas non plus, mais j'avais quand même la chance, en effet, on avait la chance de partir en voiture, de bourrer la voiture et de partir à 5, de traverser la France, l'Espagne et pour arriver au Maroc. Et le Maroc, qui était l'exotisme, quand je disais ça à mes copains, ils disaient Ah waouh, le ouais. Maroc, enfin, quand on le vend comme ça, ouais. Et c'est vrai que j'ai eu, quand même, on avait eu cette chance, euh, c'est clair. Mais c'était quand même pas les mêmes vacances Non, c'est sûr. que d'autres. Enfin, les vacances de neige, par exemple, c'est vraiment typique, quoi. Le Ouais, ski, c'est un truc, jamais, non, jamais. jamais on partirait. C'est que, vous voyez, les anniversaires aussi, ben, t'invites pas aux anniversaires les gens chez toi. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Quand tu vas chez les autres, Pourquoi t'invites pas les gens chez toi? C'est trop petit? oui, Tu veux parce que pas mes qu'ils parents n'ont voient? pas le temps d'organiser Hmm. ça, parce qu'ils travaillent, parce que ça va sans doute les faire chier. Enfin, ils pensent pas forcément plus loin que ça. Ils n'ont pas le temps. Ouais. Et, et donc moi, j'allais parfois chez les autres. Souvent, j'étais invité, parce que je pense que j'étais un copain pas trop dégueulasse. Donc, je me faisais inviter. Et là, tu voyais les Ouais. baraques où chacun avait sa chambre. Il y avait des salles de jeu, enfin, Tes des salles de jeu. jardins. Enfin, tu te disais, ah oui, ok. C'est c'est là que Mais c'est là que tu conscientises en fait, oui. parce que si tu restes que avec des gens qui te ressemblent, Mm, en fait, tu sais pas qu'ailleurs c'est autrement, vraiment tu conscientises pas quand t'es jeune. ouais. Et ouais, moi, j'étais pas non plus dans la classe. Enfin, je veux dire, c'était pas Germinal, c'était pas Zola, quoi, chez moi, hein. Donc, voilà. Moi non plus. Mais quand même, j'ai bien vu la différence. Le gros, je l'ai vu sincèrement en entrant dans les études supérieures et en entamant des études supérieures et en côtoyant des jeunes adultes qui avaient déjà un bagage, quoi, intellectuel, culturel, je sais pas comment dire. Mais toi aussi, sans doute, en entrant dans la vie active, peut-être. Moi j'ai fait des études, j'ai fait sciences politiques, droit international à Grenoble. Ah, bah ouais, bah alors Et, et donc c'était hyper élitiste, c'était sur concours. Donc j'ai réussi le concours, c'était un double master. J'étais très fière. Et bien sûr, j'étais la seule personne d'une classe populaire dans ce truc. Et en fait, il y avait une personne noble, tu vois. Et ça, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ma réaction face à elle, c'était que je riais. Je riais. C'est-à-dire que dès que je découvrais quelque chose, je me disais, mais c'est pas possible. On dirait un film. Ça me faisait penser à un film. Je me disais, donc ça mais existe. ça existe vraiment. Ouais, Et elle me racontait. Et pour moi, c'était de la science-fiction. ouais. Elle me disait, il y a un annuaire avec les gens. Donc je sais plus, ça s'appelle le beau temps, je sais plus comment ça s'appelle, le truc entre eux, quoi, de gens très riches. Et donc moi, je ne me marierais qu'avec un homme de ce truc-là. Et moi, je me disais, mais tu rigoles, c'est pas possible. Et elle était très sérieuse, et elle avait une particule, et donc elle s'appelait Depardieu. Bisous, si jamais tu nous écoutes. Elle s'appelait, je dirais pas son prénom, parce que je vais pas non plus l'afficher complètement. Et donc, elle disait bien, elle disait tout le temps, c'est en deux mots, hein, c'est en deux mots. Et moi, je rigolais tellement que je comprenais rien à cette vie. Et j'étais à côté d'elle en cours, et je me disais, mais... Et elle me disait, ah, on a été au château, je sais pas quoi, ce week-end, et j'arrivais pas à figurer cette Les- vie, quoi. ouais, ouais, que la réalité on est tellement, oui, dans des mondes différents, en effet, que c'est difficilement imaginable, en fait. Mais complètement inimaginable. Et je crois que le truc où elle m'a scié le plus un jour, c'est que donc, elle venait de ce milieu, tout ça, elle avait des habitudes, elle faisait du cheval, enfin, tu vois, tous les trucs. Elle allait au ski. Et un jour, et donc elle était très douée, tu vois, c'était hyper dur ses études, c'était deux masters, donc on avait beaucoup de travail. Et vers la fin, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Et moi, je voulais prolonger en faisant droit humain, ce que j'ai fait en Belgique. Et elle, elle voulait travailler à l'OTAN. Déjà, bon, bizarre, c'est quand même un truc militaire, mais donc ça a dit. C'était sa culture. Elle trouvait ça super. Et voilà, et un jour, on lui dit, mais tu vas aller après en Belgique, enfin, tu vas essayer de postuler là. Elle avait dit, bah ça dépend si je me marie ou pas. Et moi, j'avais dit, hein? Quoi? Elle avait dit, bah oui, si je trouve un mari avant, je n'irai pas à l'OTAN. J'ai dit, bah tu vas aller où? Bah je ne travaillerai pas, je resterai à la maison. Au foyer. Allez, Et moi hop. j'étais là, mais tu plaisantes. On vient de se taper 4 ans avec 30 heures de cours, des stages, des trucs, on n'en peut plus. Et toi tu me dis que si tu rencontres quelqu'un de ton livre là, où il y a des gens que tu peux avoir et tu vas pas travailler. C'est fou. Mais Alors qu'elle était brillante, elle elle était aura brillante. perpétué la tradition. Elle m'a dit bah oui c'est comme ça, c'est normal et je ferai des enfants. Et là j'étais vraiment, là je suis tombée là.
Là, on t'a perdu, là. Je me suis dit, bah, en fait, finalement, je préfère être là où je suis. Parce que Ouais. je suis libre. Et tu es rentré Entre via des guillemets. quotas ou non? Non, Parce que c'était ça, sur concours. c'est une question intéressante, je trouve, la question des quotas. Ouais. J'en ai parlé d'ailleurs avec Cathy, je pense, il y a quelques temps. Est-ce qu'il faut imposer des quotas, en fait, pour que Bah, les moi, choses je suis changent? pour les quotas. Moi, j'ai toujours été très aussi féministe, donc j'ai eu beaucoup ces questionnements-là sur les questions hommes-femmes. Et j'ai même travaillé là-dessus dans une ASBL. Et où j'allais dans tous les trucs, les colloques, j'ai lu beaucoup là-dessus. Et moi, j'étais vraiment favorable. En tout cas, je Moi, me au suis pas début, je posée sur l'étais la pas, et question. maintenant, je remets ça en question parce qu'en effet, Moi, je je suis suis du favorable. même avis que toi. Je pense que aux États-Unis et en Angleterre, je pense dans le milieu cinématographique, par exemple, ils Ouais. avaient instauré des quotas. Ça se passait, et puis ils ont arrêté, et ils sont retournés dans leur travers, et donc ils ont dû les réinstaurer. Donc c'est une expérience intéressante, je trouve. Et la question des quotas, ça se fait de plus en plus, en effet, pour la parité homme-femme. Quand il n'y a pas de quotas, Bah oui. même au plus grand niveau de l'État, on Bah, au voit qu'on niveau va tout de suite politique et tout. mettre que des ministres hommes dans toutes les charges si on ne fait pas attention à ça, quoi. Mais c'est ça. En fait, dire on veut pas de quotas, c'est dire continuons comme ça, on va faire mieux. Eh oui, Ben, dans 100 ans, on y est encore. oui, Hein. oui, oui. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'y passer, on préférait que ça se fasse Mhm. naturellement. Parce que ça pose des questions aussi quand tu es pris pour un, soi-disant un quota, tu te dis, bah en fait, elle a été prise pour ça, donc elle n'a pas de qualité. Mais dans les autres écoles, maintenant, comme tu disais, comme HEC ou je sais pas moi, ou la grande école de Sciences Po à Paris, là, enfin non, pour rentrer dans l'administration, Léna. l'ENA et tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas des histoires de bourses ou de Oui, quotas je ou crois qu'ils d'aides ont pour... maintenant pas mal de bourses et de choses comme ça. Quoi. Mais d'ailleurs, moi, j'ai étudié donc plus 5 ans, enfin voilà, j'avais une bourse. Si j'avais pas de bourse de l'État français, Pas possible. jamais j'aurais pu aller étudier à Mm. l'université à Grenoble. Mm. Tu vois, donc il y avait ce côté-là aussi de moi, mon père, à chaque fois, il me disait, de toute façon, si tu rates, tu reviens. Parce que si tu rates, t'as plus de bourse en fait, si tu rates ton année. Et Et donc là, si tu c'était la rates, bonne c'est carotte fini pour pas quoi. rater. Ah bah ouais, mais non, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai filé tout droit. Hein. Mm. Parce que je savais que si jamais je tombais, après, Mm. c'était mort quoi. Oui, c'est Donc, ça. Tu peux pas rater une marche, tu peux quoi. pas Tu n'as rater pas la droit à marche. l'erreur, c'est ça le truc. Contrairement à ce que chante Amel Bent. Amel Bent, je l'ai appelée comme ça. C'est ma copine Malika qui l'appelle Amel Bent. Amel Bent, Ah, je... elle a ce son. Le droit à l'erreur, je ah ouais, voudrais ouais, tout savoir je suis pas Team de Amel Ben, nous. désolé. Je t'ai dit, j'étais dans la culture Mais hip-hop, mais... Hotman, Enfin, j'en connais une d'elles, la plus connue. viser La la lune. Alors oui, lune. oui, bah, transfuge de classe, Bah voilà. oui, bah, mais c'est exactement la... Bah, c'est parfait pour terminer ce Oh podcast. non, pitié. Amel, si tu nous entends, tu es bienvenue dans le Transplaços. La dernière question, allez, j'ai une dernière question qui est une double question, bien sûr. La première, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui maintenant ils auraient envie, des jeunes ou des moins jeunes, qui auraient envie de devenir comédiens et qui se retrouvent pas, qui se reconnaissent pas, qui ont peur de pas avoir leur place parce qu'ils viennent d'un milieu populaire. Ah, c'est toujours C'est très dur comme question. Non, mais c'est toujours difficile parce que ça peut un postulat un peu prétentieux de commencer à donner des conseils aux gens. Non, mais Et moi, j'ai envie de c'est... dire, en fait, justement, qu'il n'y a pas, il y a pas à se poser de questions de légitimité. Même, sachez que, venant d'où on vient, on se posera toujours 15 000 fois plus de questions de légitimité que les gens qui sont d'une autre classe, qui eux ne se posent même pas de questions de légitimité. Donc, essayons de mettre ça de côté, d'évacuer ça, parce que on part déjà avec un handicap. Alors, si on se rajoute des choses voilà, prenez confiance sur la légitimité et tout ça, on est mort. Donc, il faut foutre un pied dans la porte Voilà. et défoncer la porte, en fait. Parce que la porte, elle va pas s'ouvrir toute seule. Ok, donc on est parti sur pied dans la porte, défoncer la porte. J'aime ça. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais au jeune Hotman? Je lui dirais, écoute, pas mal, continue encore, mais pas mal du tout, c'est chouette. Je t'ai pas vu venir, quoi. Honnêtement, je t'ai pas vu venir. Voilà. Tout, chaque saison est un émerveillement. Je continue à bosser, je continue à avoir la chance de travailler dans ce que j'aime. Je continue à avoir la passion et le feu de ce que je fais. Et donc ça, c'est cool. C'est tout ce que je voulais. Ne pas être derrière un bureau et aimer ce que je fais et ne pas avoir l'impression de travailler. Et c'est ce qui se passe depuis 25 ans. Donc bravo. Tu as réussi à peu près ce que tu voulais, quoi, pour le moment. Merci Hotman. Merci à toi. C'était